Ça existait déjà grâce aux bibliothèques, mais c'est maintenant courant avec la démocratisation du web. Nos apprenants cherchent des ressources, les parcours, se forment sans se limiter aux seules ressources prescrites par nos enseignants. Cet apprentissage sauvage, ou apprentissage in the wild en anglais, mérite d'être pris en compte par nos enseignants. Aujourd'hui, nous tâcherons de mieux comprendre ce phénomène avec notre invité. Bonjour et bienvenue dans cette causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir le professeur Christian Olivier, enseignant et chercheur à l'Université de La Réunion. Bonjour, merci pour cette invitation à participer à ces causeries. En effet, je suis enseignant-chercheur en didactique des langues, didactique du français langue étrangère. Je travaille au département justement de français langue étrangère et je dirige depuis 2020 le laboratoire ICAR, laboratoire de recherche en éducation. Alors, Christian Olivier, vous êtes spécialiste de l'enseignement des langues. Oui, alors du fait que je suis enseignant-chercheur en didactique des langues, mais j'ai avant cela une autre vie, une vie d'enseignant de langue. J'ai une formation de professeur d'allemand. J'ai donc enseigné l'allemand en France et je suis parti ensuite en Allemagne et en Autriche où j'ai commencé à enseigner le français comme langue étrangère. Et à cela s'est ajouté au fil des années justement ma casquette de didacticien et je suis formateur en formation initiale et continue en didactique des langues depuis une bonne vingtaine d'années. D'accord, donc une expérience riche. Alors, vous abordez ces enseignements avec une modalité particulière, le distanciel exclusif. C'est bien ça? Tout à fait. Le département de français langue étrangère de l'Université de La Réunion est le premier à s'être lancé justement dans l'apprentissage entièrement en ligne. Nous avons en 2011 commencé à passer notre licence 3 en mode en ligne, entièrement en ligne, évaluation, formation, tout. Et nous avons continué ensuite avec les niveaux M1 donc en 2012 et M2 en 2013. Et depuis 2013, donc, nous sommes entièrement passés en formation en ligne. Donc des diplômes en ligne depuis plus d'une décennie. Et alors du coup, quel est le lien qu'on peut développer avec notre sujet du jour qui est finalement l'apprentissage in the wild? Alors le lien, il se fait à plusieurs niveaux. Il y a déjà le lien avec les apprentissages, les formations, les cours que nous proposons dans la formation, puisque nous avons au niveau du master une spécialisation sur l'utilisation du numérique pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Il se fait aussi au niveau des modalités de formation, puisque nous avons une formation qui privilégie la co-construction de savoir, les interactions entre les apprenants et la gestion de l'information et du savoir. Ça veut dire que dans nos formations, nos étudiants ont accès à toutes les ressources qu'ils veulent. Ils peuvent non seulement utiliser les ressources que nous leur proposons, mais ils peuvent avoir recours à tout ce que Internet, tout ce que les bibliothèques peuvent mettre à leur disposition. Et le dernier lien, c'est le lien avec la recherche, puisque évidemment notre master est fondé aussi sur les résultats de la recherche et sur la recherche que nous menons justement sur ces questions d'apprentissage in the wild. D'accord. Donc au niveau du contexte, de comment on y arrive, je cerne mieux, mais nous n'avons pas encore vu ce qu'est exactement cet apprentissage in the wild. Voilà, alors c'est une expression qui remonte à Hutchins, qui a sorti un livre sur ce qu'il appelait la cognition in the wild, donc en sorte la cognition dans les espaces en dehors du système éducatif. Donc c'est vraiment ça qui est important à noter. Si je caricature un petit peu cette notion, c'est s'intéresser à tous les apprentissages, à tout ce que l'on va pouvoir acquérir comme connaissances, comme compétences, comme littératie, etc., en dehors du système éducatif, dans la vie de tous les jours, dans la vie associative, dans les échanges que l'on peut avoir avec des amis, avec d'autres personnes, etc. On acquiert énormément de savoir, de connaissances, de compétences, et c'est quelque chose que l'on va pouvoir réinjecter ensuite bien dans sa vie professionnelle, dans sa vie d'étudiant, dans sa vie d'apprenant de façon générale. D'accord. Alors, pour cet apprentissage, est-ce qu'on peut identifier des dimensions, par exemple ? Oui, alors si je fais grosso modo une distinction, il y aurait deux grandes dimensions. Une première dimension qui serait celle de l'utilisation des ressources, des applications que l'on va pouvoir trouver en ligne. Donc
quand je vais avoir quelque chose à faire, je vais pouvoir avoir recours à ce qui est sur mon téléphone portable, à ce que je vais trouver sur Internet pour me permettre de réaliser une tâche bien particulière. Et la deuxième dimension serait la dimension de la participation. C'est-à-dire que en tant qu'étudiant ou en tant que personne lambda, que citoyen, je vais pouvoir participer à des grands projets en ligne. Ça peut être un projet comme Wikipédia ou un projet de programmation en ligne. Donc, et à travers cette participation, je vais acquérir aussi des connaissances et des compétences. Donc ces deux volets me semblent extrêmement importants pour parler justement d'apprentissage in the wild. Alors par rapport à cette importance, on va essayer de détailler un petit peu plus chacun de ces volets, en commençant évidemment par le premier. Voilà, alors pour peut-être rendre les choses un peu plus appréhendables, un peu plus faciles à cerner, je vais prendre un exemple en didactique des langues. Utiliser par exemple un traducteur automatique. Utiliser un traducteur automatique, dans certains cours de langue, ça peut être mal vu, dévalorisé, ça peut même être proscrit, tout simplement. Mais on sait que les étudiants, que les apprenants utilisent ces technologies. Donc je dirais on ne peut pas fermer complètement les yeux et se dire on va faire comme s'ils n'utilisaient pas ces technologies. Ils ont donc en quelque sorte des façons de faire qui sont bien particulières, des façons d'apprendre, mais aussi des façons de réaliser des activités en anglais, par exemple, ou en allemand, selon les langues qu'ils vont étudier. Et ils ont une capacité à utiliser ces outils. En ce moment, le ChatGPT fait le buzz, c'est un petit peu la même chose. Les étudiants découvrent une ressource et ils vont essayer de se l'approprier pour voir comment est-ce qu'elle va leur permettre de faire ce qu'on leur demande de faire. Alors évidemment, tout ça, ça a un impact. Ça va demander de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'ils utilisent ces technologies et comment est-ce qu'ils utilisent ces technologies. Dans la vie professionnelle, un traducteur professionnel utilise les traducteurs automatiques. Il fait une pré-traduction avec et ensuite retravaille derrière. Il sait pourquoi il l'utilise, il sait à quoi ça va lui servir et il sait quelles sont les limites de l'application. Eh bien, c'est un peu pareil chez les apprenants, chez les étudiants, il faudrait qu'il y ait cette réflexion sur si j'utilise ChatGPT, si j'utilise un traducteur automatique, qu'est-ce que ça m'apporte? Mais où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce que, justement, l'action humaine est nécessaire? Et qu'est-ce que je ne peux pas faire avec ces outils? D'accord. Donc, quelque part, l'une des raisons pour lesquelles des étudiants vont se mettre à utiliser ce type d'outils, est-ce que ça peut être parce que les activités qui leur sont proposées ne représentent pas un enjeu cognitif suffisamment élevé, ou alors qu'ils ne visent que du contrôle de connaissances, ou alors vous pensez que c'est plutôt un manque de motivation, du désintérêt de la part des apprenants? Alors c'est des questions qui me semblent extrêmement intéressantes d'approfondir avec les apprenants eux-mêmes, avec les étudiants. C'est-à-dire que chaque étudiant est bien entendu différent. Chaque étudiant peut avoir des motivations tout à fait différentes d'utiliser ChatGPT ou d'utiliser un traducteur automatique ou d'autres technologies. Il me semble qu'à l'université, mais c'est pareil au lycée ou au collège, il faudrait avoir des échanges avec les étudiants pour connaître leurs pratiques in the wild, pour savoir ce qu'ils font en dehors de ce que nous, on leur propose. Et d'essayer de comprendre justement pourquoi est-ce qu'ils le font. Vous parliez de manque de motivation. S'il y a peut-être un manque de motivation, c'est aussi s'interroger soi-même en tant qu'enseignant sur les activités que nous proposons à nos étudiants. Est-ce que ces activités représentent une source de motivation? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'à travers ces activités, ils vont apprendre? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qu'ils doivent faire parce qu'on leur demande de le faire et où eux-mêmes ne voient pas toujours l'intérêt de l'apprentissage? Donc, si une activité est réalisable en quelque sorte par ChatGPT, c'est peut-être se dire qu'il manque dans cette activité une activité cognitive importante, et donc de réfléchir à comment est-ce qu'on peut proposer aux étudiants des activités qui vont
renforcer la participation personnelle de l'enseignant ou la dimension cognitive. Pour vous donner un exemple, j'ai testé ChatGPT il y a quelques jours en lui demandant de réaliser une des tâches que je demande à mes étudiants de L3 en didactique du français langue étrangère. Donc je lui ai demandé tout simplement de me créer une tâche pour des apprenants. Eh bien, je vous assure que ChatGPT ne réussirait pas mon cours. Tout simplement parce que ChatGPT, lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne réfléchit pas. C'est un algorithme conversationnel au départ. Donc, il va lui permettre de se dire, à partir de la question que j'ai, comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette question? Mais pas forcément de façon au niveau des savoirs, mais comment est-ce qu'on pourrait répondre langagièrement? Et évidemment, il arrive à des limites très fortes. Il va chercher les co-occurrences dans son répertoire qu'il a emmagasiné. Et en fait, il m'a recraché une conception de la didactique des langues d'il y a plusieurs années. Et donc, c'est se dire, quand je vais demander quelque chose à mes étudiants, déjà, ça va être quelque chose qui va être basé sur des connaissances actuelles, ce que n'a pas ChatGPT pour l'instant, et puis qui va leur demander une réflexion, qui va leur demander d'avoir acquis eux-mêmes des connaissances et d'être capables d'utiliser ces compétences pour faire quelque chose. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'arrive pas tout à fait à le faire. Et puis, l'étudiant, il a une véritable motivation s'il se rend compte que ce n'est pas faisable par une machine. On les fait travailler en groupe, on les fait réfléchir, et ça, la machine ne peut pas le faire. D'accord, donc finalement, poser des exercices qui font appel à un niveau cognitif plus élevé augmente la motivation des étudiants. On peut l'espérer. Disons qu'il y a toujours un équilibre à maintenir entre justement cet enjeu, le défi cognitif, et les capacités de l'étudiant. Si on leur propose quelque chose qu'ils sont capables de faire avec ce qu'ils ont pu acquérir dans nos enseignements, eh bien oui, dans ces cas-là, il y a un intérêt à leur proposer quelque chose avec un niveau d'exigence cognitive relativement important. Et de plus, finalement, essayer de les brider sur les outils auxquels ils ont accès, c'est plus contre-productif puisque finalement, ils y auront accès plus tard. Voilà. Et puis c'est aller à l'encontre de leur façon de faire. C'est dévaloriser ce qu'ils font dans la vie de tous les jours et ce qu'ils peuvent voir faire par des professionnels. Et en effet, je pense que si on veut les former à être des professionnels, il faut aussi les former à utiliser les outils. Et donc, en didactique des langues, c'est ce qu'on dit dans certains projets qu'on a développés, les former à utiliser les traducteurs automatiques, savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux, dans quelles circonstances, dans quelles situations, mais tout en gardant une réflexion sur qu'est-ce que ça a comme impact sur ma motivation à apprendre. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça remplace, en quelque sorte, ma motivation à développer des compétences. Et c'est cet équilibre qui me semble important à atteindre, cette dimension critique face à la technologie, de savoir, oui, elle m'apporte quelque chose, mais elle a ses limites et elle a des conséquences sur mes propres attitudes, mes propres motivations, mes propres apprentissages. Donc je retiens les clés, motivation, enjeu cognitif, et professionnalisation pour ce premier volet. Et maintenant, on peut passer à ce deuxième volet, c'est-à-dire la participation active à des sites ouverts à tout ce qui est participatif. Voilà, alors là vous touchez le cœur de ma passion en ce moment, puisque c'est sur ce volet que je travaille depuis maintenant une bonne dizaine d'années, si ce n'est un petit peu plus, notamment en ce moment avec deux projets internationaux, un projet international au Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe, et puis un deuxième projet européen de partenariat stratégique Erasmus+, que je coordonne, donc le projet Linguanum. Et sur ces projet, on travaille justement sur le fait d'inciter les apprenants, les étudiants notamment, à participer en ligne. Alors il y a des recherches depuis à peu près une vingtaine d'années, depuis le début des années 2020, sur ces questions-là
sur l'apprentissage des langues. Beaucoup de recherches qui ont porté sur des jeunes apprenants de langue, notamment des jeunes apprenants de langue venant de Chine aux États-Unis, et qui se sont investis sur des sites de participation en ligne, des sites de fanfiction par exemple, où donc ils participent à la réécriture d'histoires de manga, à des discussions autour de personnages de manga, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bénéfices qui pouvaient en ressortir. D'accord, c'est finalement aussi une forme de professionnalisation quelque part. Ben, c'est une forme de participation à la vie réelle, de pas simplement être maintenant un étudiant qui doit apprendre et seulement apprendre, mais être quelqu'un qui va être capable de participer à la vie réelle, de participer justement à des actions, à des projets communs, et d'être en quelque sorte, oui, une sorte de professionnel avant l'heure, un professionnel en formation qui se prépare à son avenir. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut préciser un peu tous ces avantages à cette participation finalement active? Alors, je vais le faire surtout en langue, puisque c'est le domaine sur lequel je suis spécialisé, mais vous verrez que si on réfléchit, ces avantages peuvent être tout à fait possibles dans d'autres domaines. Et d'ailleurs, la recherche a montré que dans d'autres domaines, notamment en informatique, où il y a déjà pas mal de travail qui ont été faits, qu'il y a des avantages absolument évidents. En langue, en fait, les avantages qui ont été repérés par la recherche, c'est un gain de confiance en soi dans l'utilisation de la langue. Le fait d'utiliser la langue dans des communautés avec des personnes qui parlent cette langue de façon écologique, c'est pas une obligation parce que je suis en cours, mais c'est parce que dans la communauté, c'est la langue de communication, de se rendre compte que je peux me faire comprendre, que je peux même me faire entendre, que ce que je vais dire va être intéressant, augmente justement la motivation et la confiance en soi. Il y a un gain évidemment au niveau des compétences langagières. Je vais prendre un exemple personnel. Mon fils a 10 ans et mon fils a déjà des compétences en anglais qui m'ont d'ailleurs sidéré la fois où je les ai découvertes tout à coup. Mais il n'a pas acquis ces connaissances à l'école, il les a acquises parce qu'il joue en ligne. Il joue en ligne sur des jeux où l'environnement est entièrement en langue anglaise, les échanges dans les chats se font en langue anglaise, et donc il a développé des compétences bien au-delà de ce que l'éducation scolaire peut lui proposer. On voit aussi au niveau social, évidemment, des compétences de socialisation importantes qui se mettent en place, puisqu'on est obligé d'interagir et d'agir dans des communautés particulières. Il va falloir trouver sa place, il va falloir communiquer avec les gens et donc se socialiser dans d'autres communautés que simplement les communautés auxquelles on est habituellement confronté. On va développer aussi des littératies numériques bien particulières. J'aime beaucoup prendre l'exemple des lycéennes, puisque ce sont essentiellement des jeunes adolescentes, qui tiennent en ligne des chroniques, donc dans lesquelles elles racontent leur vie dans la famille et leur vie dans l'institution scolaire. Elles développent des nouvelles façons de faire, elles développent des nouveaux formats textuels, des nouveaux genres textuels, des nouvelles façons d'allier l'image et le texte, par exemple. Donc là aussi, énormément de compétences, de connaissances et de littératie qui se développent. Mais aussi, et ça me semble essentiel, le sentiment d'être un acteur, de ne pas simplement être un apprenant. C'est-à-dire de se rendre compte, je ne suis pas simplement un étudiant qui doit apprendre, mais je sais déjà des choses, j'ai des opinions, j'ai des connaissances, des compétences que je peux partager, que je peux mettre en commun, que je peux discuter avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment un aspect absolument essentiel, de sentir que l'on peut être un acteur et pas simplement un apprenant. Et puis finalement, c'est un domaine sur lequel je travaille depuis maintenant quelques petites années. Ça permet de faire l'expérience de ce qu'on appelle la citoyenneté numérique, d'être un citoyen numérique, d'être un citoyen sur ces sites. Voilà, donc ça c'est pour les langues, mais c'est valable pour d'autres domaines. L'importance dans ce genre d'expérience, et si on demande aux apprenants de faire des tâches sur des sites de ce type-là, c'est que ce sont des tâches pour de vrai. C'est pas simplement pour le prof, c'est pas simplement pour le contexte éducatif, mais ça va intéresser les gens, ça va être lu par de vraies personnes, ça va être commenté par de vraies personnes, ça va être même
éventuellement augmenté par de vraies personnes. Donc c'est ça qui me semble au cœur du défi. Il y a aussi un côté pérennité, c'est-à-dire que ces ressources, au lieu d'être un exercice qui va disparaître, elles vont peut-être perdurer un peu plus longtemps. Est-ce que ça peut jouer? Alors tout à fait, elles vont perdurer, et non seulement elles vont perdurer, mais elles vont éventuellement être revisitées par d'autres personnes, augmentées, transformées. Je sais que des étudiants avec qui j'avais fait l'expérience en Autriche en 2006, je leur avais demandé de présenter leur ville d'origine dans le Wikipédia français qui était encore au début en quelque sorte. Et leur réaction avait été de se rendre compte que ce qu'elles avaient posté en ligne avait été retravaillé par d'autres. Et ça avait été l'impression, ah, ce que je dis est lu, c'est pris en compte, ça a du sens, ça intéresse, et justement, ça va servir à quelque chose, et ça va servir. Ce qu'elles ont publié à l'époque existe toujours, et entre-temps, ça a été énormément augmenté. Donc une production utile. Utile, voilà, c'est un des mots qui revient justement dans les retours des étudiants. Ça a été utile, ça sert à quelque chose, ça sert à d'autres, c'est lu et c'est vu par d'autres, et ça va leur permettre éventuellement de faire quelque chose. D'accord. Alors, vous nous disiez que parmi ces avantages, on l'a vu, l'usage pour l'apprentissage des langues, mais que c'est tout à fait reproductible et déclinable pour d'autres types d'apprentissage. Tout à fait. Alors la recherche est beaucoup intéressée en informatique justement sur les questions de programmation et sur la participation de lycéens et d'étudiants à des grands projets de programmation. Alors programmation open source, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près les mêmes avantages à ce niveau-là. C'est-à-dire de socialisation dans une communauté, de confiance dans ses capacités, de se rendre compte que l'on est capable de participer à un projet professionnel, en quelque sorte, avant même d'être un professionnel complètement formé. En anglais, par exemple, ou dans d'autres domaines, en créolistique, dans les sciences humaines et sociales, on peut très bien aussi proposer aux apprenants d'aller partager des connaissances sur Wikipédia ou sur Wikiversité, sur des auteurs créolophones, par exemple, qui sont peu représentés sur ces plateformes, ou sur des auteurs anglophones de la zone océan Indien. Donc on a vraiment des possibilités, et là c'est pas simplement je vais apprendre quelque chose sur ces auteurs pour moi, mais non seulement j'apprends, je développe ces connaissances, mais je vais pouvoir les partager avec une communauté potentiellement intéressée, et je vais pouvoir diffuser des éléments culturels de ma zone d'origine. D'accord. Alors, je cerne beaucoup mieux maintenant ce qu'est l'apprentissage in the wild. Par contre, en tant qu'enseignant, si je voulais essayer de le suivre, j'aurais une grande difficulté. C'est que cette activité se déroulant par définition en dehors de l'environnement scolaire d'apprentissage, je vais avoir beaucoup de difficultés à le tracer. C'est pas planifiable. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des indicateurs là-dessus? Alors vous avez parfaitement raison, c'est une des limites et c'est quelque chose qui est constamment redit aussi dans la recherche. Les enseignants sont un peu inquiets parce qu'ils se disent eh bien oui, je ne vais pas pouvoir suivre le travail de mes étudiants, je ne vais pas pouvoir savoir s'ils l'ont fait ou s'ils ne l'ont pas fait, dans la mesure où on laisse une parfaite liberté. Je pense qu'il y a deux éléments à distinguer. Il y en a un qui est peut-être d'inciter les étudiants à aller in the wild, d'aller agir à l'extérieur, d'aller voir sur Internet s'il n'y a pas des projets auxquels ils peuvent participer, et donc de leur donner peut-être même des petits conseils, leur dire, bah voilà, il y a tel projet, ça pourrait vous intéresser, allez-y. Et ça, on le laisse in the wild. C'est eux qui voient s'ils veulent participer ou s'ils ne veulent pas participer. Le deuxième volet, le volet plus pédagogique, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut tirer profit de tout ça. Et c'est sur ça qu'on travaille dans les projets que je pilote en ce moment. C'est comment est-ce qu'on peut développer des tâches à donner à nos étudiants, à nos apprenants, qui vont être des tâches à réaliser sur des sites participatifs. Leur demander par exemple en langue, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, en histoire, en géographie, de participer à Wikipédia ou à d'autres encyclopédies. Il y a des encyclopédies pour les enfants, par exemple, qui sont très intéressants à alimenter.
Donc c'est leur proposer ce genre de tâches en leur disant, ben voilà, pour la semaine prochaine, pendant 15 jours, chacun va contribuer à tel projet en ligne. Et dans ces cas-là, on va vraiment pouvoir tracer en fait l'activité de ces apprenants. On va pouvoir voir ce qu'ils ont fait. On va pouvoir ensuite discuter avec eux aussi sur leur ressenti, sur comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce qu'ils ont réalisé cette tâche, etc. Et puis, ça va permettre à la fois, j'ai un collègue qui parle beaucoup de rewilding education, c'est-à-dire de laisser une grande liberté, de laisser une dimension sauvage à l'éducation, de laisser les étudiants un petit peu faire comme ils veulent, mais ça va aussi permettre, et ça c'est un point qui me semble moi important, d'apprivoiser ces espaces sur Internet. C'est-à-dire qu'il me semble que si on propose ça aux étudiants, il va falloir les accompagner, leur proposer justement, pas simplement de faites, mais je suis là, je vais proposer un accompagnement pédagogique, je vais proposer des activités qui vont vous aider à réaliser l'activité. Donc, ce n'est pas forcément un guidage, mais c'est vraiment, moi je parle d'accompagnement, c'est-à-dire voir quand il y a un problème, quand ils ont besoin de retours, leur faire les retours nécessaires, et donc de pouvoir les accompagner dans le fait d'apprivoiser ces espaces sauvages, en se disant que s'ils ont fait une activité ou deux, on ne va pas faire que ça évidemment, avec moi en tant qu'enseignant, ils vont peut-être avoir envie d'aller voir plus loin et d'utiliser les conseils que je leur donne. D'accord, donc une nouvelle façon de prescrire, d'accompagner, de suivre les étudiants dans leur apprentissage wild, mais quelque part avec quand même quelques clés. Voilà, tout à fait. Nous, on parle beaucoup dans les projets sur lesquels je suis de double ancrage, c'est-à-dire c'est pour nous très important. Il y a l'ancrage dans la vie réelle, pour de vrai, sur les sites, in the wild, et il y a l'ancrage dans le milieu éducatif, l'accompagnement que je vais pouvoir proposer, cette aide à apprivoiser les espaces sauvages en quelque sorte, et puis ce que je peux y faire et ce que je peux y apprendre. D'accord, donc je vois mieux maintenant comment est-ce que je pourrais suivre. Alors, il y a une expression que vous avez utilisée parmi les éléments positifs de cet apprentissage in the wild, c'est l'attitude citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, c'est un domaine sur lequel je travaille depuis 4 ou 5 ans maintenant. Alors être citoyen numérique, comme on dit parfois, je préfère parler de citoyen usager du numérique, parce qu'on n'est pas numérique et parfois numérique, ça me semble complètement absurde. Être citoyen, c'est pas aller manifester forcément en ligne, c'est pas vouloir changer complètement le monde en ligne. Évidemment, c'est tout à fait possible, mais être citoyen, c'est aussi être citoyen dans chacune des activités que je vais faire sur Internet. Si je participe par exemple à Wikipédia ou à Wikitravel, qui est un guide touristique participatif en ligne, c'est à chaque fois me demander qu'est-ce que je fais et quelle est la dimension, par exemple, éthique, responsable. Si je recommande sur un guide touristique un restaurant, quel restaurant je vais recommander ? Est-ce que c'est un restaurant qui a lui-même des principes éthiques ou est-ce que c'est un restaurant d'une grande chaîne ? C'est pas du tout la même chose. Donc l'action citoyenne, l'action éthique, l'action responsable, l'action informée, consciente, elle peut avoir lieu dans chacune de ces activités. Être conscient de ce que je fais, être conscient, je le disais tout à l'heure aussi, de l'impact que ça a sur la société, sur mon environnement et sur moi-même, par exemple en termes d'apprentissage. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous semble important, cette dimension critique aussi donc, que j'évoquais. Et il me semble qu'avec chaque tâche qu'on va leur proposer, chaque activité qu'on va leur proposer de faire de façon participative en ligne, il faut l'accompagner d'une réflexion critique, de se demander comment est-ce que je l'ai fait ? Est-ce que j'ai utilisé des outils pour le faire ? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté ? Quelles ont été les limites ? Où est-ce que justement l'humain est important et comment est-ce que l'humain peut gérer les applications, peut gérer les aides qu'il peut avoir. Quand est-ce qu'il va utiliser du numérique, quand est-ce qu'il ne va pas utiliser du numérique. C'est aussi tout ça, être citoyen. Ce n'est pas des grandes actions à chaque fois, mais c'est se dire, dans chaque petite action, je peux être citoyen. D'accord. Alors, nous approchons de la fin de cette causerie et j'ai envie de
conclure par, si je suis enseignant, que je veux me rapprocher, m'intéresser un petit peu à ces aspects in the wild de mes apprenants, quels conseils est-ce que je pourrais recevoir pour la mise en œuvre de ce type de pédagogie? Alors le premier, je vais le reprendre, c'est être à l'écoute des étudiants, savoir comment est-ce qu'ils agissent en dehors de l'éducation, en dehors du système éducatif, ne pas dévaloriser leurs pratiques, mais au contraire essayer de comprendre leurs pratiques. Et ça peut m'amener à réfléchir justement à comment est-ce que moi je peux changer les activités que je leur propose. Donc ça va permettre de questionner en même temps les approches pédagogiques, didactiques que je vais mettre en œuvre. Et l'autre aspect, c'est inciter peut-être les apprenants à explorer les sites participatifs, à explorer les projets participatifs qui existent en ligne et leur proposer de participer dans le cadre aussi de l'enseignement-apprentissage en milieu universitaire ou en collège ou en lycée, ce genre d'activités à faire sur des sites participatifs pour les amener à s'ouvrir justement sur des potentiels qui existent en dehors du système éducatif in the wild. D'accord. Cet échange touche maintenant à sa fin. Merci Christian Olivier pour ses clés sur l'apprentissage in the wild. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle causerie, toujours sur le thème de l'innovation dans l'enseignement.